faut qu'on parle de la réputation des influenceurs dans les médias traditionnels. Dans les derniers jours, j'ai fait 2 vidéos, en fait, sur l'état de la télé québécoise. Et dans la deuxième vidéo, qui était beaucoup plus calculée et recherchée que la première, j'ai mentionné des trucs par rapport aux dynamiques de pouvoir des médias traditionnels qu'ils avaient jadis, qu'ils n'ont peut-être plus maintenant. Puis je me suis demandé, live là, si c'est quelque chose qui se sentait dans la manière des médias traditionnels de parler des créateurs du web ou d'Internet. Et là, évidemment, j'ai pas pu vérifier toutes, mais je me suis lancée dans un de mes passe-temps préférés, c'est-à-dire faire une analyse de sentiments, pour le fun comme ça. Pas que j'ai particulièrement le temps, mais toutes les raisons sont bonnes de pas avancer son doctorat. Ceci étant dit, je suis allée voir de 2020 à 2025 les publications répertoriées dans la section Actualité de Google, des publications et des médias traditionnels suivants. Donc, le Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir, Radio-Canada, TVA et Le Soleil, qui appartient au Coop de l'information. Et j'ai répertorié 434 titres médiatiques. Là-dedans, il y a des articles de journaux, mais il y a aussi des titres de reportages radio du côté de Radio-Canada, entre autres. Fait qu'il y a toutes sortes de médiums. Mais 434 titres seulement, parce que de toute façon, de nos jours, on lit juste les titres sur les réseaux sociaux. Et je les ai classés par tonalité. En répondant à la question suivante, est-ce que ce titre-là aide ou est positif pour la réputation des influenceurs? Est-ce qu'il nuit à la réputation des influenceurs? Donc, est-ce qu'il est négatif? Ou est-ce qu'il est neutre face aux influenceurs? Disclaimer à tous les profs universitaires qui me regarderaient. Cette expérience est pour mon propre plaisir, n'est pas du tout l'équivalent d'une maîtrise ou d'une thèse. C'est vraiment... J'ai fait ça du plus rigoureusement possible pour avoir le plus de diversité possible, mais une analyse de sentiments, ça reste subjectif par rapport à la perception de la personne. On peut faire une espèce d'interprétation du langage, comme dans le titre suivant, en fait, qui interroge si les influenceurs ont tué la réputation du métier. Juste en regardant le titre, on sait très bien que le langage, le choix des mots et la formulation du titre péjorative pour les influenceurs, ne serait-ce que la mention de Sunwing, on y reviendra, mais aussi parler des revenus OnlyFans, comme il aurait pu juste parler de revenus sans dire que ça venait d'OnlyFans, mais on sait qu'OnlyFans n'a pas une super bonne réputation, et tuer la réputation du métier pour leur mettre ça sur le dos. Je me suis vraiment demandé si c'était pas les médias traditionnels qui essayaient de tuer la réputation des influenceurs, puis je vous présente mes résultats. Tout d'abord, les 434 titres, vous voyez ici à l'écran la tonalité du total des mentions, en fait, et vous voyez de manière très évidente que la vaste majorité des titres est négative pour la réputation des influenceurs, vaste majorité, surtout si on compare avec les mentions positives. Les mentions neutres, relativement respectables. Maintenant, quand on regarde ça un petit peu plus en détail, par année, par exemple, on pourra voir, entre autres, dans le schéma que vous voyez ici, que en cherchant donc les mots influenceurs ou créateurs de contenu dans les titres des journaux, on peut voir que les médias en parlent de plus en plus. C'est sûr que ça génère des clics, ça génère des views, surtout si on en parle à la négative en faisant un petit peu de rage farming, mais on sent qu'il y a une espèce d'urgence de discréditer ou de peut-être traiter de ces sujets-là, peut-être leur donner une bad rep, on va voir dans la prochaine slide, mais on voit qu'il y a un optique vraiment clair en 2022, et en 2022, c'est l'année où il s'est passé ceci. Quand il y a une gang de sans-dessin qui décide de partir comme des ostragos en vacances. Maintenant, quand on regarde par année la tonalité des titres, on peut remarquer que ça va pas s'améliorer. En fait, oui, si on considère qu'une tonalité neutre, c'est en s'améliorant, il y en a de plus en plus. En proportion, ceci étant dit, le nombre de publications qui nuit à la réputation des influenceurs va en augmentant au fil des années, et c'est pas le cas des mentions positives. Donc, il y a clairement une tendance, une tangente ici. Je me suis aussi interrogée, en fait, à partir de 2022, on a eu particulièrement de la misère avec le terme influenceur à cause de l'extrait que je vous ai montré de Justin Trudeau. Puis, je me suis demandé si c'était pas à ce moment-là, justement, qu'est apparu dans le langage commun le terme créateur de contenu. Puis, j'ai essayé de voir les médias, ils utilisent quel terme. Et là, je peux tout de suite vous dire, grâce au schéma que vous voyez à l'écran, que influenceur a une courbe qui suit à peu près le nombre de publications, puis qu'on a un très léger optique au niveau des créateurs de contenu. Et j'ai trouvé ça intéressant d'aller constater la tonalité des publications selon le type de mots. Donc, vous pouvez voir maintenant ici
qu'on en a définitivement plus après les influenceurs qu'après les créateurs de contenu, quoique les mentions créateurs de contenu étaient relativement minimales. C'est pour ça que vous avez des pourcentages vraiment aussi carrés que ça. Mais on sent qu'il y a un petit peu moins de respect du côté des influenceurs que du côté des créateurs de contenu. Ce qui vient appuyer quelque chose que je répète souvent, le choix de mots, même si ici on a sensiblement des synonymes. En tout cas, on n'arrive pas encore, même sur le web, à vraiment séparer clairement ces deux expressions-là. On sait que si on utilise influenceur, il y a plus de chances que la tonalité soit négative, puis que l'imagerie qui vient avec pour le lectorat, ce soit une imagerie qui est plus péjorative, alors que créateur de contenu, il y a quelque chose d'un peu plus respectueux là-dedans, et on voit que les médias ont beaucoup plus de facilité à parler positivement des créateurs de contenu en termes de proportion, et on parle plus négativement des influenceurs en général. Je suis pas vraiment étonnée de ça. Maintenant, je trouvais ça difficile de ne pas vous présenter les résultats par média, parce qu'il y a des médias là-dedans qui détiennent des chaînes de télé, il y a des médias publics, il y a des médias privés. Et on voit tout de suite que le Journal de Montréal a pris en grippe les influenceurs. On voit aussi que le Journal de Montréal, il en parle beaucoup plus pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, parce que ça génère du clic et ça génère des views, mais la proportion de thématiques négatives, et là, dans ça, ça regroupe les mentions influenceurs et créateurs de contenu, là, toutes ensemble. Le Journal de Montréal, ils ont pris ça en grippe. Le Devoir n'est pas arrivé en ville encore. Le Devoir, il parle pas vraiment de ça, des influenceurs et des créateurs de contenu. C'est pas vraiment quelque chose qui les intéresse, de toute évidence. La presse, ça m'a étonné. La presse, ça va pas bien non plus, là, la tonalité. Et j'aime bien souligner que Radio-Canada fait un net effort supplémentaire de neutralité autour des discours entretenus sur les influenceurs. Et puis TVA, pas pire, TVA au total, entre 2020 et 2025, on est à part presque égal entre négatif et neutre. Mais ça reste pitoyable, les discours positifs qu'on entretient sur les influenceurs. Là-dessus, je ne vais pas nécessairement tirer de conclusion, plutôt que de vous inviter à réfléchir à la notion de cadrage médiatique. Un cadrage médiatique, c'est l'influence des médias sur la perception de phénomènes, sur la perception d'individus. Et en faisant un cadrage médiatique à la négative / neutre et pas également à la positive, on vient focusser l'attention du grand public / le grand public qui consomme les médias traditionnels / des générations vieillissantes. Malheureusement, on vient biaiser la perception du public sur les créateurs d'Internet. Et j'ai un peu envie de dire, et c'est pas du tout ce que je prétends que les médias traditionnels font, mais s'il y a tentative de campagne de salissage autour de l'identité d'influenceurs, force est d'admettre que malgré les efforts qui augmentent d'année en année, les gens qui consomment du contenu web et les gens qui consomment du contenu influenceur n'ont pas tellement tendance à embarquer dans le bateau, puis ils savent très bien que quand on dit influenceur, on vient parler de milliers et de milliers et de milliers de personnes et que c'est vraiment très difficile de les mettre tous dans une même barquette. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez observé des trucs que j'ai pas vus, mais je trouvais ça intéressant de nous adonner à l'exercice. C'est tout, bye!